Moi, à la fin de mon cancer, j'ai fait une dépression. La dépression après cancer, c'est vraiment un concept qui touche beaucoup de monde. Pour moi, ça a duré 3 mois et je me suis jamais sentie aussi mal de ma vie. Je ne savais plus qui j'étais. Bonjour à tous et bienvenue sur ABC Talk. Aujourd'hui, dans Et si on papotait, nous allons parler du cancer du sein. Et oui, pour Octobre Rose, j'ai avec moi la chance, le bonheur d'avoir trois invités qui vont nous parler du cancer du sein, car rappelons qu'une femme sur 8 développe un cancer du sein au cours de sa vie, ce qui va correspondre à 61 214 nouveaux cas par an, 12 146 décès par an, mais heureusement avec un taux de survie de 88% à 5 ans. Alors j'ai l'honneur ici à ma droite d'avoir Vanessa Gomez. Bonjour. Bonjour Sandra. Alors Vanessa, tu as 47 ans, tu es mariée à un Espagnol, Raoul. J'adore ce nom. Tu es mère de 3 enfants. Pablo, Sylvie et Milan. D'ailleurs, Sylvie porte le nom de sa grand-mère, qui est donc ta maman qui est partie beaucoup trop tôt, on en reparlera. Juste à côté, nous avons Hélène Météro. Alors, Hélène Météro, toi, tu n'as jamais eu de cancer, mais tu as une importance par rapport à tout ça. Alors, tu as 39 ans, tu es ingénieure en agroalimentaire spécialisée en nutrition et là où tu as un rôle fondamental dans tout ça, c'est que tu as rejoint Tout le monde contre le cancer en mars 2020 en tant que directrice générale. Tu es mariée, maman de 2 jeunes enfants, 5 ans et 18 mois. On peut avoir leur prénom? Aubin et Junon. Eh ben, bonjour Aubin et Junon. Et j'ai également Fanny Myosotis comme la fleur, 38 ans. Toi, tu es née et tu as grandi dans le département du 93. On va aller droit au but, tu as fait une école de maquillage professionnelle et ça va avoir justement une incidence sur le cancer que tu as eu. On va en parler juste après. Et ben juste maintenant même. On va parler tout de suite. Fanny, raconte-nous le cancer, quand il est arrivé, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as ressenti? Ok, bonjour à tous et à tous. Moi, on m'a appris mon cancer du sein en juin 2021. Le 7 juin 2021, très exactement. Je pense que c'est une date qui reste gravée dans la pierre. Et à cette époque, j'étais à l'aube de mes 35 ans. Et on m'a annoncé très vite que c'était un cancer extrêmement agressif, qu'il fallait agir vite. Donc, j'ai été prise dans un tourbillon d'examens, d'opérations pour précéder la chimiothérapie que j'allais suivre pendant 6 mois. J'ai eu aussi une opération. J'ai pas perdu mon sein, mais j'ai eu une tumorectomie pour enlever le reste de masse graisseuse pas du tout, masse cancéreuse qu'il me restait. Et ensuite, 33 séances de radiothérapie et encore quelques mois d'immunothérapie pour tout terminer. J'ai fini mes traitements en novembre 2022 et aujourd'hui, je suis en rémission de ce cancer du sein. Et j'estime que ce cancer, même si c'est peut-être une façon de parler de cette maladie qui surprend certaines personnes, ce cancer, c'est, malgré les souffrances qu'il m'a apportées, une des meilleures choses qui m'est arrivée parce que ça m'a réveillée sur plein de choses, plein de sujets. Et ça m'a surtout permis de développer un projet artistique qui est aujourd'hui devenu une association, mon bébé association qui me tient énormément à cœur, Maquille mon crâne. Et explique-nous très rapidement Maquille mon crâne, le concept. En fait, je suis maquilleuse depuis bientôt 18 ans. J'ai toujours aimé le body painting, le maquillage artistique. C'est une discipline de maquillage qui m'a toujours animée et qui m'a toujours fait vibrer. Et quand j'ai appris que j'étais atteinte d'un cancer et que j'allais faire de la chimiothérapie et que j'allais perdre mes cheveux, qui étaient très longs à l'époque, quand l'oncologue m'expliquait le traitement, tout ce que j'avais en tête, c'était moi, crâne nu, avec mon petit crâne chauve que je connaissais pas encore, complètement maquillé. Et je me suis dit, ah, c'est super, je vais découvrir une partie de moi que je ne connais pas. Il faut absolument que je me maquille le crâne et que je me fasse maquiller le crâne. Donc j'ai contacté tous mes amis et mes collègues maquilleurs, photographes. S'en est suivi plusieurs séances de shooting photo où je me sentais pas malade, je me sentais juste belle avec mon crâne nu décoré. Et quand j'ai commencé à publier ces photos sur les réseaux, j'ai vu qu'il y avait énormément de femmes qui me demandaient de leur faire la même chose. C'est là que j'ai commencé à maquiller d'autres femmes qui étaient pour la plupart atteintes d'un cancer pendant ma propre chimiothérapie. Donc il y a encore des photos de moi chauve en train de maquiller d'autres personnes chauves. C'est des photos qui sont très symboliques.
Et au gré de mon parcours, au gré des rencontres que j'ai pu faire, j'ai rencontré notamment 2 sœurs de combat, Caroline et Marion, qui m'ont encouragée à en faire une association, qui m'ont dit qu'elles m'accompagneraient dans cette aventure. Et en janvier 2023, on a créé l'association Maquille mon crâne, qui ne s'adresse pas uniquement aux personnes atteintes d'un cancer, mais à toute personne sujette à l'alopécie. Donc le fait de perdre ses cheveux, sa pilosité, que ce soit totalement ou partiellement. Hommes, femmes, enfants. Et notre but, c'est de faire des crânes nus une œuvre d'art pour sensibiliser sur le sujet de l'alopécie, mais aussi inspirer et aider ces personnes à avancer sur le chemin de la confiance en soi. Très belle initiative. Voilà. On y reviendra d'ailleurs. Alors, je vais passer à Vanessa. Petite présentation de l'arrivée de ce cancer. Oui. Quand, comment tu as... Alors moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai perdu ma maman à l'âge de 17 ans d'un cancer du sein. Ça a été très violent. Heureusement, j'avais mon papa qui était vraiment... J'ai une relation fusionnelle avec lui. Donc voilà, on était très, très proches. Malheureusement, je l'ai perdu en décembre 2021. Et 6 mois après, j'ai eu mon cancer du sein. En fait, on est des sujets à risque, mes sœurs et moi, donc on est suivis vraiment tous les ans. J'ai fait ma mammographie de contrôle, mais comme d'habitude. Et là où je rejoins Fanny, c'est que moi, j'étais dans un état dépressif, vraiment pas bien. J'avais goût à rien. Et le cancer est devenu un peu ma raison de vivre. Ça m'a réveillée. Et je me suis dit, mais si, il faut que je me batte. Je peux pas rester comme ça, j'ai 3 enfants. Donc, en fait, il s'en est suivi un combat, en fait. Donc, j'ai eu pareil 2 tumorectomies. J'ai eu la chance de garder mon sein. Il a fallu en faire 2 parce qu'il restait encore des cellules cancéreuses. Après, j'ai eu 4 mois terribles de chimiothérapie. Ça a été vraiment, je regarde un très mauvais souvenir. Après 33 séances de radiothérapie et 1 an de thérapie ciblée. Ouais, c'est pas rien. On va y revenir. Alors, j'ai fini à pas si longtemps que ça donc en rémission. En mai 2024. Pas encore, non. Moi, mon oncologue ne me parle pas de rémission. Et je suis sous hormonothérapie. Encore, d'accord. Pour 5 à 10 ans, parce que pareil, j'ai un cancer très agressif. Donc, si je ne la prends pas, il y a un risque de récidive. D'accord. Bon, Hélène, toi, tu n'as pas eu de cancer du sein, mais tu as un rôle important. C'est important de rappeler que c'est une association, hein, Tout le monde contre le cancer, ou comment on pourrait effectivement, donc moi, je suis pas touchée, enfin, j'ai la chance de ne pas être touchée par cette maladie, mais je la côtoie régulièrement dans le cadre de mon travail. En fait, je suis salariée de l'association Tout le monde contre le cancer. J'en suis la directrice générale depuis un petit peu plus de 4 ans. Et cette association accompagne les malades, que ce soit les enfants, mais aussi les adultes. Et chez Tout le monde contre le cancer, on a une conviction, c'est que quand il y a une personne qui est malade, c'est tout l'écosystème, toute la famille qui est malade. Tout à l'heure, tu parlais de ta famille, et c'est très touchant parce qu'effectivement, je pense que les frères, les sœurs, les enfants, en fait, vivent ce combat avec vous. Et donc, nous, on a pris le parti d'accompagner tout cet écosystème. Donc, aussi bien la personne malade, mais aussi sa famille et le personnel soignant. Donc, on monte des actions, que ce soit à l'hôpital, mais aussi en dehors de l'hôpital. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver avec une action waouh et de créer un souvenir positif tous ensemble et qui est complètement en dehors de la maladie pour avoir des moments positifs et une espèce de petite parenthèse tous ensemble. Et donc, on fait 1000 actions toute l'année au niveau national. On intervient dans 180 hôpitaux partout en France, soit à l'intérieur de l'hôpital, soit on sorte les gens de l'hôpital. Donc, vraiment, l'idée, c'est de donner de la force pour ce combat. Ça peut ressembler à quoi une action de Tout le monde contre le cancer. Oui. Alors, une action de Tout le monde contre le cancer, c'est vraiment une parenthèse. Donc, ici, on est dans un environnement qui ressemble vraiment à ce qu'on pourrait faire nous. On amène tout un décorum, toute une ambiance positive. Et après, on a des thématiques. Donc là, dans le cadre d'Octobre Rose, par exemple, on emmène un institut de beauté itinérant au pied de l'hôpital et on dispense des soins de socio-esthétique. Donc, tu parlais du maquillage. Donc, là, c'est un projet artistique que ton association développe et je trouve ça canon. Et nous, on emmène des socio-esthéticiennes dont c'est le métier au quotidien au sein d'établissements qui n'ont pas forcément ce type de soins de support, en fait. Et on dispense des massages, du maquillage, enfin, ce dont la patiente ou le patient a besoin, mais on le propose aussi au personnel soignant en soins express et aux accompagnants pour que tout le monde reparte plus fort au combat. Donc ça, c'est vraiment notre action spécifique dans le cadre d'Octobre Rose. Mais durant l'été, on a emmené un restaurant itinérant où on fait venir des chefs en fait au pied de l'hôpital pour pouvoir réunir la famille autour d'un bon repas. Et oublier le cours d'un instant. Exactement. Et puis revivre un peu des instants qu'on a oubliés, en fait, parce que cette maladie, elle va prendre toute la place. Et des moments familiaux, ne serait-ce que de partager un bon repas ensemble et de se marrer autour d'une barquette de frites et d'un bon burger, et c'est des choses qu'on laisse un peu de côté. Et puis, limite, les familles qu'on accompagne, parfois, ils culpabilisent de vivre ce moment-là en disant, non, nous, on vient quelque chose de grave, on n'a pas trop le droit. Donc, nous,
on emmène en fait tous ces dispositifs au pied de l'hôpital en disant bah si en fait là il vous suffit de descendre de votre chambre et ce sera tout prêt pour vous. Il culpabilise, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'être heureux parce que c'est un moment malheureux. En tout cas, ça m'est arrivé de rencontrer. Je pense que chaque expérience est hyper personnelle. Je peux pas prendre la parole auprès de toutes ces familles qu'on accompagne, mais je me souviens de l'année dernière dans le cadre de l'échappée rose, donc il y a notre action où on emmène cet institut de beauté itinérant. Il y a une maman qui venait au chevet de son enfant qui était hospitalisé dans le cadre de ses soins et qui dormait toutes les nuits sur le fauteuil de l'hôpital. Donc il y avait clairement un torticolis et qui était pas bien et on a dû aller la chercher en disant bah en fait c'est hyper important et si vous le faites pas pour vous, faites-le pour votre fille parce qu'en l'occurrence d'avoir une maman qui est reposée et qui va bien, bah en fait ça va l'aider elle aussi à aller mieux. Donc on a réussi à la sortir de la chambre avec le professeur, le directeur du service en fait, et elle était ravie. Et elle dit bah en fait ça m'a fait trop du bien. Hein. Ça fait 1 mois et demi que je me trimballe ce torticolis. Bah là de m'être accordé 45 minutes de pause, bah c'était que 45 minutes. Franchement ça a privé personne de ce moment-là. Et puis elle est repartie avec bien plus que 45 minutes de pause. Ça l'a reboosté, ça l'a aidé, parce qu'on se rend pas compte. Et puis sa fille, elle était trop contente de voir sa maman qui s'autorisait à vivre ce moment-là. Et puis de la revoir souriante, ça lui a fait aussi beaucoup de bien, en fait. Ouais. Justement, Vanessa et Fanny, vous auriez aimé avoir, peut-être que vous connaissiez l'association Non, je connaissais pas, mais je trouve que c'est important déjà le côté esthétique, parce que le cancer nous vole quand même une part de féminité, hein, on perd nos cheveux, c'est pas facile, on se reconnaît pas dans le miroir, c'est difficile, donc je trouve que c'est déjà super important. Et oui, de vivre des bons moments et de l'horreur il peut y avoir des moments de bonheur. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à avoir mes cheveux qui tombaient, j'ai voulu que mon mari me les rase comme mon père l'avait fait à ma maman. Mais ça a été un moment familial. Mes enfants étaient là, on était tous ensemble. Hyper symbolique. Et oui, c'était symbolique. Et ça reste un moment, moi je garde ce moment comme un moment d'amour extrême, quoi. Et après, mon mari a voulu que je lui rase à son tour les cheveux. Donc, avec mon train dragé, je lui ai rasé les cheveux. Un rasage solidaire, quoi. Voilà, c'était un super moment. J'en garde un beau moment. C'est vrai que le concept de l'image de soi, il est souvent parfois incompris, notamment par le personnel de santé, parce que les médecins qui nous accompagnent, aussi compétents soient-ils, la plupart considèrent que leur boulot principal, c'est de traiter le parasite qui est en train d'envahir notre corps. Et l'aspect mental, ou en tout cas qu'on considère un petit peu plus léger de l'apparence, il est souvent laissé de côté, alors que c'est la plupart du temps une des choses qui nous pèse le plus sur le moral. Enfin, moi qui fais pas mal de séances de maquillage artistique avec des femmes qui sont atteintes d'un cancer, même si mon association ne se dédie pas uniquement au cancer, il y en a beaucoup qui me disent qu'elles vivent plus mal le moment de la perte de cheveux que l'annonce du cancer en elle-même. Comme quoi, comme disait Vanessa, la perte des cheveux peut être associée à un symbole de féminité qu'on perd, à un symbole d'identité. On devient un petit peu neutre ou lisse avec la perte des cheveux, la perte des sourcils, la perte des cils, un teint qui est un peu blafard à cause de la chimiothérapie. Et le fait qu'on ait des socio-esthéticiennes qui prennent soin de nous avec un massage, avec une petite séance de maquillage ou même une séance de manucure ou quoi, ça apporte un bien-être déjà parce qu'on s'occupe de nous, mais aussi ça peut nous reconnecter à une image de soi qu'on a perdue et qu'on doit se reconnecter à une image de soi qu'on n'a pas choisie et qui n'est pas la nôtre. Donc ces moments-là, ils sont extrêmement importants et en fait, ils sont même essentiels à un parcours de soins qui se passe mieux. Et j'irais même jusqu'à dire à un chemin vers la rémission ou la guérison qui se fait de façon plus souple, je pense. Donc le côté esthétique, qui est souvent considéré comme secondaire, ne devrait pas être considéré comme secondaire parce qu'il est très important pour notre morale, en fait. Et c'est important de le rappeler. D'ailleurs, Hélène, au sein de l'association, on a parlé tout à l'heure en off, tu ne parles pas de maladie avec eux. On est vraiment dans une bulle de bonheur. Alors, c'est pas le sujet principal. En fait, c'est à la discrétion de ce que les patients ou les patientes ont envie de partager avec nos bénévoles, hein, parce que moi, j'ai une équipe salariée que je dirige, mais on travaille avec 300 bénévoles toute l'année. Donc, c'est vraiment la discrétion des personnes qui ont envie de le partager ou non. Mais en tout cas, c'est pas l'objet c'est pas l'objet de notre association. On fait pas de sensibilisation dans
dans le côté très primaire, hein, que ça, parce que quelque part on sensibilise malgré tout, hein, rien que le fait de parler des soins de support, quand tu me le dis, avec l'importance que ça peut avoir, et d'ailleurs on sensibilise les hôpitaux en disant bah regardez, c'est hyper important pour vos patients et vos patientes, et parfois après notre passage, ils créent ces postes en interne, donc c'est chouette, mais l'objet est pas de parler de la maladie, vraiment l'objet c'est de justement de créer une bulle un petit peu à part, et après si au détour d'une conversation, un peu comme on le fait ici, bah le sujet vient sur la table, il est évidemment le bienvenu. Oui, bien sûr, mais c'est pas l'objectif, c'est justement d'oublier qu'on est malade un court instant. Et parfois on crée des rencontres aussi, parce que là je vous ai parlé de dans le cadre de Talk en Truck et de notre action qui se déroule l'été du restaurant itinérant, parfois il y a des familles qui se parlent pas, qui vont tout d'un coup se parler parce que ils se croisent dans les couloirs de l'hôpital, et puis il y a une certaine décence, il y a un certain peut-être tabou, puis chacun sa culture, peu importe les motivations. Et donc des fois de créer ces moments-là, ça crée aussi des moments de rencontre. Pendant l'été, on crée des vacances où on emmène les familles en fait qui ont des enfants malades en vacances. En fait, on les prend en bas de chez elles et on les ramène en bas de chez elles une semaine après. Et donc l'idée, c'est vraiment de créer un prétexte en fait à faire autre chose. Ouais. C'est un bon prétexte. Exactement. C'est plutôt pas mal. Les amis, quelques secondes pour interrompre ce programme et vous donner une information importante. Vous savez que sur ABC Talk, on a à cœur chaque jour de vous proposer une émission, un programme chaque jour, quelle que soit la période de l'année. Mais ABC Talk, ça n'est pas que des émissions, ce sont aussi des événements en présentiel, en immersion, des événements avec des personnalités influentes qui peuvent vous aider dans votre vie au quotidien. Je pense notamment à Isabelle Serre, je pense à Frédéric Barbet, je pense à Céline Franou, je pense à Arnaud Rio, à Bruno Charvet. Ils sont tous avec ABC Talk. On avait à cœur évidemment de s'efforcer de vous offrir des expériences transformatrices pour vous aider au mieux dans votre vie de tous les jours et améliorer, si possible, votre bien-être au quotidien. Je vous invite vraiment à aller sur notre site abctalk.fr. Dès que vous arrivez sur la première page, vous avez l'intégralité de notre actualité avec tous ceux et celles que vous allez pouvoir retrouver lors de ces week-ends. C'est important. abctalk.fr. Pour revenir sur le cancer du sein à proprement dit, on a entendu radiothérapie, chimiothérapie, des personnes qui ne savent pas trop ce que c'est. Je vous laisse parler Vanessa et Fanny. Qu'est-ce que c'est une chimiothérapie concrètement, et qu'est-ce que c'est une radiothérapie? La chimiothérapie, c'est un poison, mais qui va tuer toutes les cellules cancéreuses, mais également les bonnes aussi, d'où la perte de cheveux et tout ça. Et je me souviens que la première, moi j'ai eu des chimios très très fortes, et la première, j'ai cru vraiment que j'allais y rester. Mon cœur s'emballait. Enfin, pour l'accompagnant, la famille, c'est très dur, parce que je sais que mon mari et mes enfants ont eu très peur aussi ce soir-là. C'est mon corps qui luttait contre le poison qui était en moi. Alors la chimiothérapie, que tout le monde le comprenne bien, c'est quoi? C'est un médicament? Oui, ça s'injecte. Voilà. Oui. Voilà, on a un pack, une chambre implantable. On le voit là peut-être. Voilà. Mais effectivement, ouais. Ça passe dans les veines. Et moi, je sais que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est mon fils qui a 12 ans, mais qui en avait 10 à l'époque, qui m'a dit « Maman, ce que la chimio te fait à toi, il l'a fait au cancer. » Et c'est ça qui m'a aidée à tenir, parce que les chimios étaient très durs, et puis ils se sont trompés des fois dans les dosages. Voilà, on a oublié l'anti-allergique, je me suis retrouvée aux urgences. Enfin, je lui ai dit chimio, c'est compliqué. Mais la chimio, oui, c'est ça qui va tuer toutes les cellules, mais en même temps, voilà, ça nous rend malades. Tu as eu radiothérapie, toi? Radiothérapie, 33 séances comme Fanny. Oui, c'était les 33 séances. Hein, ouais. Et Fanny, tu as eu chimio? Oui, j'ai eu chimio. Pareil, tu l'as vécu comme ça? Chimiothérapie. Je l'ai pas vraiment vécu comme ça. Après, c'est vrai que la chimiothérapie, c'est le médicament, je pense, c'est le médicament le plus fort qui existe sur Terre. Alors, je suis pas médecin, mais comme dit Vanessa, il a pour rôle de tuer toutes les cellules, qu'elles soient malades ou saines. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs types de chimiothérapie. C'est un médicament en général qu'on injecte par voie intraveineuse, d'où la pose du pack, souvent qui est positionné ici, qui est relié directement à l'artère principale. Chez certaines personnes, il est mis dans le bras, ça dépend des personnes. Il y a aussi de la chimio orale sous forme de médicaments qui peut être prescrite en complément à la fin d'un traitement, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que la chimiothérapie a une liste d'effets secondaires possibles infinie. Vraiment. Ce qui fait que là, les deux n'ont pas forcément on n'a pas forcément les mêmes effets secondaires. Alors, l'alopécie, donc la perte de la pilosité, c'est souvent un effet secondaire qui se retrouve chez tout le monde, mais pas forcément chez toutes les chimiothérapies non plus. Je pense qu'on a eu les mêmes chimiothérapies. Moi, j'ai eu 4 EC et 12 Taxol. J'ai eu des EC, mais j'ai pas eu les Taxol, j'ai eu les Taxotaires.
Donc, il y a différentes chimiothérapies. Chinois, là, sur le plateau. Hein. Il y a différentes chimiothérapies qui vont pas donner les mêmes résultats en termes d'effets secondaires. Par exemple, l'EEC, moi, je me souviens qu'on me l'injectait toutes les 3 semaines. Et c'était une chimiothérapie qui me terrassait, c'est-à-dire que je savais qu'une fois que j'avais eu mon injection, pendant 1 semaine, j'étais vraiment au lit. Et après, je commençais à aller mieux. Au lit, de fatigue, de nausées, Alors moi, j'ai pas eu de nausées. Comme quoi, ça dépend vraiment. Moi, je sais que Vanessa, oui, nausées, a priori. J'ai eu la chance de pas avoir de nausées. J'avais très, très peur des nausées, donc je prenais tous les antinauséeux qu'on pouvait me prescrire. Inimaginable. Le raisin était mon meilleur ami parce que dès que je sentais une pointe de nausée, je me gavais de raisin blanc. Je sais pas. Et c'était ton truc. Ça m'aidait. Ça m'aidait à tempérer les petites nausées que j'avais, mais ça n'a pas été l'effet secondaire principal. Moi, c'était une grosse fatigue. Bon, la perte de la pilosité, ça oui. C'est un bousculement au niveau du transit, moi que j'ai beaucoup eu, et beaucoup de douleurs dans les jambes. Bousculement au niveau du transit, si c'est pas indiscret de te demander, c'est quoi? C'est une alternance diarrhée-constipation? C'est que de la diarrhée? C'est que de la diarrhée. D'accord. Voilà. Non, mais il faut dire, hein, c'est vrai que les personnes qui nous regardent ont peut-être besoin, pour une fois, de savoir concrètement ce qui se passe. Et puis, mine de rien, il y a des moments dans le traitement où vraiment tu sens que tu as perdu complètement le contrôle de ton corps. C'est ça. Et c'est très désagréable parce que tu te dis ok, je suis en train de suivre un traitement qui me sauve mais qui est aussi en train de me détruire. Mal, ouais. Donc c'est un juste milieu à trouver où tu te dis je déteste ce que la chimio est en train de me faire, mais en même temps c'est aussi ma meilleure amie parce que c'est elle qui va m'aider à survivre. Moi, ma chimio, elle a fait fondre mon cancer alors qu'il faisait 5 cm de diamètre quand on l'a découvert, ce qui est énorme. Et au bout des 6 mois de chimio, les 5 cm avaient complètement fondu, ce qui m'a permis de n'avoir qu'une tumorectomie et pas une ablation complète de mon sein. Donc la chimio, malgré tous les effets secondaires qu'elle m'a apportés et toujours aujourd'hui, on n'en parle pas par exemple, mais on a le fameux cerveau de chimio. Parler du cerveau de chimio que Vanessa connaît bien. Le cerveau de chichi qui nous rend complètement teuteux pendant les traitements et même après, les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que les cellules cérébrales n'échappent pas à l'attaque de la chimio. Donc, on a des pertes de mémoire, des pertes d'attention. On va perdre vraiment des mots très simples comme les mots stylo ou fourchette. Pendant un moment, on va essayer de les utiliser et on va les perdre. Beaucoup et problème de concentration aussi. Problème de concentration et ça se ressent dans une discussion où je vais oublier ce que je suis en train de faire à l'instant T et puis je vais partir complètement sur autre chose, ou j'ai mon ami qui m'a dit quelque chose 2 minutes avant et je vais lui demander de répéter parce que j'ai complètement oublié ce qu'il m'a dit. Ça parle beaucoup à Vanessa, ce que tu racontes. C'est ça, et le cerveau collègues le savent. Continue. Moi, je sais que j'ai arrêté la chimio en décembre 2022. J'ai l'impression de toujours avoir décembre 2021. D'accord. J'ai l'impression de toujours avoir des séquelles du cerveau de chimio aujourd'hui. Donc, mes amis me disent oui, la chimio, elle a bon dos, c'est bon maintenant. Mais il faut savoir qu'il y a certains effets qui durent dans le temps. La fatigue chronique, les douleurs chroniques, les neuropathies, c'est-à-dire une perte de sensation au bout des extrémités, des doigts et des orteils. Toi aussi. Aussi. Ouais. Tout ça, c'est un vrai plaisir. Que du bonheur. Que du bonheur. Et encore, il y a des effets secondaires qui sont encore plus violents chez certaines personnes. Voilà, Vanessa qui a eu le cœur qui s'est emballé. Il y a des personnes qui font des infections. Donc la chimio, c'est quand même très lourd comme traitement. Et j'ai eu des problèmes de cœur aussi parce que il y avait l'herceptine dans ma chimio. C'est un produit qui, en fait, c'est des produits qui nous sauvent la vie, qui nous aident, mais en même temps qui détruisent plein de choses et qui abîment le cœur. Donc moi, pendant un moment, j'ai été très suivie parce que mon cœur était très faible, donc il a fallu les stopper. Et après, on a pris de la thérapie ciblée. La thérapie ciblée, c'est sous forme d'injection ou en intraveineuse. Et pareil avec des produits comme l'herceptine qui étaient spécialisés pour mon cancer pour éviter la récidive, en fait. Tu as eu un HER2 hormonodépendant? Oui. Ok. Voilà, c'est ce que tu m'avais dit, effectivement. Diagnostiqué un cancer du sein HER2 triple positif très agressif. C'est ce que tu m'avais dit. Et ça veut dire quoi? C'est un type de cancer particulier? En fait, il y a 3 grosses familles de cancers du sein. Il y a les triples négatifs, les HER2 triple positifs et les hormonodépendants. Mais on peut être aussi HER hormonodépendant. HER2 triple positif, hormonodépendant. Voilà, d'accord. Sans parler aussi des cancers du sein métastatiques, c'est-à-dire une de ces 3 familles-là. On peut être atteinte d'un de ces cancers, mais avoir des lésions cancéreuses qui vont migrer et se développer dans le reste du corps, dans le foie, dans le poumon.
dans les ganglions. Et là, on parle de métastase, donc de cancer du sein métastatique. Mais sinon, il y a 3 grosses familles. Et à chaque famille, le traitement va être plus ou moins adapté. Donc après, il y a un protocole différent. Oui. Après, il y a des impasses thérapeutiques pour certains types de cancers, comme le cancer du sein triple négatif, qui touche énormément de jeunes femmes et qui représente le plus haut taux de récidive, parce que c'est un cancer du sein qui n'a pas encore de traitement vraiment à lui. Mais en ce qui concerne l'HER2, par exemple, on a des traitements aujourd'hui qui, comme je disais, qui font vraiment fondre les cancers. Ouais. Mais tout est malgré tout adapté en fonction de la personne, en fonction des effets secondaires au fil des traitements. Encore une fois, si on se rend compte qu'on a notre cœur qui s'emballe un peu trop, ils vont peut-être arrêter les chimios, comme c'est arrivé pour Vanessa. Donc, malgré ces 3 grosses familles et malgré des protocoles qui se ressemblent, chaque parcours est très différent. C'est ça, donc une personne, un cancer, un traitement, oui, voilà, tout va être. On peut pas dire voilà que ton cancer va être celui de Vanessa ou celui de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, Hélène, au sein de l'association, je sais que tu as dit qu'il ne parlait pas forcément de ça avec toi, mais là, ce que tu entends, c'est des choses dont les patients évoquent avec toi, les symptômes, la nausée, ras-le-bol de tout ça. Complètement. Ils l'évoquent surtout entre eux, en fait, parce qu'on l'a bien vu, c'est un jargon. Parce que je pense que tant qu'on n'y est pas, même si sauf si on est personnel soignant, en vrai, tant qu'on n'y est pas, on le retient pas. Et du coup, c'est surtout des discussions qu'ils ont entre patients, mais pas forcément avec les bénévoles de l'association. Ou alors, ils vont, lors des vacances qu'on organise, on va beaucoup parler d'alimentation forcément, parce que on mange ensemble 3 fois par jour à minima. Et donc, du coup, on va être très attentif, parce que ça a aussi pour effet secondaire, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais en tout cas, c'est ce que nous disent certains des bénéficiaires qu'on accompagne, de changer la manière dont on mange pour les effets sur le transit, mais aussi parce que ça change un peu le goût. Et donc, du coup, il y a des aliments qu'on aimait, qu'on n'aime plus, ou alors, au contraire, des aliments qu'on n'aimait pas, qu'on doit se mettre à manger. Et donc, du coup, ça, c'est des discussions qu'on a régulièrement pour adapter la manière dont on va leur servir des repas qui soient bénéfiques pour eux et qui mangent tout simplement. C'est important. Mais c'est vrai que ça change. Moi, par exemple, je te coupe. C'est que je me suis mis à boire du café. J'ai jamais bu de café de ma vie. Mais c'était la seule chose qui m'enlevait le goût de fer, de poison, de la chimio, en fait. Donc là, on a le raisin, on a le café. L'alimentation, c'est un vrai sujet. Mais le goût métallique, moi, j'avais pas eu, pour le coup. Ah si, moi, si. J'en ai entendu parler, mais je l'ai pas eu. Par contre, alors il y a des choses qu'on nous déconseille d'ingérer, par exemple le pamplemousse. Oui. Interaction médicamenteuse. Voilà, c'est de la chimio. Interdiction de manger du pamplemousse. Bon, moi, ça m'arrange, je déteste ce fruit. Ah, moi, j'aime bien. Je déteste ça. Mais voilà, on peut pas manger de pamplemousse. Il y a aussi... le soja à vie. Oui, le soja à vie. Moi, c'est à vie. Ah, oui. Peut-être un cancer, une personne, un cas différent. Dépendant, en fait, le soja, ça a des interactions. Sans doute, oui, peut-être. Après, c'est vrai que oui, on peut nous conseiller des choses niveau alimentation. Personnellement, j'avoue que j'ai pas forcément suivi ce qu'on me conseillait, parce que ce qui m'importait le plus, c'était de manger ce que je pouvais et ce qui me donnait envie. J'avais pas envie de me rajouter une charge mentale de attention, parce qu'il y a une polémique autour du sucre, il faut pas manger de choses sucrées parce que ça nourrit les cellules cancéreuses. Moi, je voulais pas entendre pour ceux qui ne le savent pas, je suis diététicienne nutritionniste de métier à la base, et c'est sûr que je vais plutôt être dans l'état d'esprit. Faut se faire un minimum plaisir. Voilà. Bien sûr que, entre guillemets, le sucre nourrit le cancer. Et attention, je mets de très gros guillemets. Mais non, enfin, si déjà vous êtes dans cet état-là et qu'en plus, il faut faire attention au sucre, etc. Non, mangez sainement. Manger sainement, c'est sûr, un minimum. Mais il faut se faire plaisir quand même. On en bave tellement pendant cette période que si on s'interdit de manger telle ou telle chose. Et je te rejoins dans le sens où, effectivement, c'est pareil, je mangeais ce que je pouvais manger. Parce que ce dont j'avais envie, ce que je pouvais, enfin je sais que moi mon repas réconfort, alors quel est-il quand je rentrais des chimios, c'était vraiment retour en enfance, coquillettes, jambon, gruyère, quoi. Et pourtant je suis intolérante au gluten et au lait, mais je privilégiais mon envie et j'avais rien envie de manger d'autre que ça. Pareil, quand j'avais envie de manger de raisin, je mangeais du raisin. Et malgré tout, malgré l'attaque hyper nocive de la chimio, un des points positifs qu'elle m'a apporté, c'est que je me suis un peu reconnectée à mes sensations de faim et de besoins nutritionnels, mais aussi de goût. Enfin, j'écoutais vraiment mon corps
Il y avait des moments, j'avais envie d'une salade, je mangeais une salade. D'autres moments, j'avais envie de manger un truc gras, je mangeais un truc gras. Et ça m'a permis de déculpabiliser aussi sur ma manière de m'alimenter. Tu disais presque que c'était, peut-être pas utiliser le bon terme, mais une chance, ce cancer. On parle de résilience, surtout, on est d'accord. C'est pas une chance au sens que tu ne souhaitais qu'avoir ça dans ta vie, bien évidemment, mais que ça t'a permis aussi d'être une famille en opportunité. C'est une famille différente. J'y ai accordé beaucoup de sens, malgré moi. En fait, dès qu'on me l'a annoncé, le moment du diagnostic que j'oublierai jamais, je pense que toi non plus. Je pense qu'on peut pas l'oublier. Je l'ai vécu comme entre guillemets, un message. J'y ai associé beaucoup de sens tout de suite. C'est-à-dire que la gynéco me parlait, c'est ma gynéco qui m'a annoncé mon petit cancer. Elle a utilisé ce terme ? Ce sont ses propres mots, oui, mais c'est une manière de rassurer, mais il n'était pas petit du tout. Et quand elle me parlait, je me disais, OK, là, ce qui se passe, c'est pas pour rien. Et c'est certainement une opportunité. À quoi, je ne sais pas encore, mais c'est ça, et je vais l'affronter avec dignité et positivité. Et le fait, dès le départ, d'associer du sens à ce cancer, attention, tout le monde ne le vit pas comme ça, et on le vit comme on peut. Il y en a qui ressentent tout de suite des sentiments de colère, d'injustice, d'incompréhension. Moi, j'ai tout de suite associé du sens et ça m'a portée pendant tous mes traitements. J'ai quand même eu mon moment de colère, à un moment donné, et je pense qu'il fallait que je le vive. Il y a peut-être un peu les phases du deuil aussi. Hein. Oui, et puis c'est nécessaire quand même de vivre ce genre d'émotions. J'ai eu ce sentiment de colère et d'injustice vers la fin de la chimio, où j'étais vraiment crevée et je voyais tout le monde autour de moi, mes amis, mes collègues qui vivaient leur petite vie tranquille, et ça m'énervait. Mais ça n'a pas duré très longtemps. En tout cas, dès le début, je me suis dit, c'est là pour quelque chose, et ça m'a tenue. À l'annonce, pareil. Hein, c'est ce que tu disais en introduction. Bah oui, parce qu'en fait, moi, j'étais vraiment très très mal suite au décès de mon papa. J'arrivais pas à m'en remettre. J'étais vraiment en dépression. J'ai ma voisine qui était venue me voir pour m'annoncer son cancer quelques mois plus tôt. Et la chose que j'ai pensé, j'en ai honte, mais j'ai pensé, pourquoi pas moi qui ai plus envie de vivre, pourquoi c'est elle qui l'a. Et quand ça m'est tombé dessus, je me suis pris une grosse claque et je me suis dit, mais ça, c'est un signe. C'est pour me montrer qu'il faut que je me batte et que j'ai pas le droit de me laisser aller. Donc, je l'ai pris comme ça. Donc, la gynéco, je me suis aussi, elle me l'a annoncé. Moi, je l'avais déjà vu par rapport au médecin qui m'avait fait ma mammographie. Il m'a dit, oh là là, il y a une boule, faut la retirer tout de suite. Biopsie en urgence dès le lendemain. Voilà. J'avais compris. Mais j'essayais de me dire, c'est peut-être, il faut être positive. Et mon mari m'a pris la main et il l'a plus jamais lâché. Et voilà, ça a été un combat jusqu'au bout et qui est pas fini. Et moi, ma colère, je l'ai eu un peu plus aussi sur l'après-cancer, entre guillemets, après la chimio, après la radiothérapie, où les cheveux repoussent, on a l'air d'aller bien. Et en fait, on n'est pas bien du tout. On a combattu, on a vu des horreurs, on a côtoyé la mort. C'est un peu comme un soldat qui revient de la guerre et les autres s'en rendent pas compte. Nous, on a tout à reconstruire. Et moi, je l'ai eu après. Ce moment un peu de colère où j'avais l'impression que les gens ne se rendaient pas compte. On croyait que j'étais guérie, que tout allait bien parce que je souriais. Maladie invisible. Voilà. Alors qu'en fait, j'en bave encore aujourd'hui. Je suis épuisée. L'hormonothérapie, je la supporte pas. La première que j'ai prise, j'ai dû l'arrêter au bout d'un mois parce que j'avais des tendances suicidaires. Je me levais, je cherchais un moment de me supprimer. Et ça, on nous le dit pas assez qu'il y a des effets secondaires comme ça, parce qu'on nous parle effectivement de la fatigue, des douleurs articulaires, des bouffées de chaleur. Suivi en psycho ? Du coup, il y a un psychologue qui vous aide, qui est recommandé. Moi, j'ai été suivie à partir du moment où on m'a opérée. Voilà, j'ai été suivie. Oui, il faut aller dans l'association pour essayer d'être entourée. C'est important d'être entourée. Oui, c'est très important. Mais je tiens à préciser qu'ils sont pas tous très bons. Qui les psychologues qu'on nous recommande. Moi, j'ai pas ressenti le besoin de rencontrer une psychologue sur le début de mes traitements parce que je me sentais plutôt bien et résiliente. J'ai eu un stress à l'approche de ma chirurgie parce qu'on m'avait pas encore annoncé si j'allais garder mon sein ou pas. Et autant la perte des cheveux, moi, je l'ai pas du tout mal vécu, autant anticiper l'éventuelle perte de mon sein, ça m'angoissait terriblement. Et on m'a donné un rendez-vous à l'hôpital où j'ai été suivie avec la psychologue. Et je l'ai trouvée qui était habituée horrible. En plus à ça, je suppose. Oui, c'était le service dédié au cancer du sein. Et tout ce qu'elle a dû me dire, c'est si vous devez perdre votre sein, c'est comme ça. Hein. Bon, il y a des bons et des mauvais dans tous les métiers. Vous êtes mal tombés. Oui, ils sont pas tous comme ça, heureusement. Et le suivi psychologique peut être très important. Mais pour rejoindre ce que disait Vanessa sur l'après-cancer, c'est vraiment une période dont on ne parle pas assez. Et personnellement, je l'ai vécu plus mal que l'annonce du cancer et le traitement en lui-même. L'après-cancer, c'est un gros bébé
qui est difficile à digérer. Parce qu'on est seul. Oui. Au début, il y a tout le monde qui est là. Ouais. Et puis quand on est en chimio, ça se voit, on le porte sur nous. C'est ça. On a une tête cadavérique, on n'a plus de cheveux, tout le monde est là. Mais après, en fait, ça se voit pas parce qu'on sourit, parce qu'on a des cheveux et en fait, c'est toujours là. Il y a cette espèce de contraste entre nos proches qui sont extrêmement contents pour nous et on les comprend. Bien sûr. Vient peut-être de nous apprendre que les traitements sont finis, pour certains qu'on est en rémission. Et moi, je me rappelle que j'ai ressenti une énorme pression de mon entourage, malgré eux, mais aussi de la société, où on me demandait sans cesse « Ah c'est super, donc tu vas reprendre tes projets, quand est-ce que tu reprends le travail ?» Et le projet mariage… Sauf que c'était un tsunami, tout ça, avant. Laissez-moi digérer, en fait, ce qui vient de se passer, parce que moi, à la fin de mon cancer, j'ai fait une dépression. La dépression après cancer, c'est vraiment un concept qui touche beaucoup de monde. Pour moi, ça a duré 3 mois et je me suis jamais sentie aussi mal de ma vie. Je ne savais plus qui j'étais. Voilà, vraiment clairement, je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus ce que je voulais faire de ma vie. Et c'est vraiment ça, c'est le cancer. Quand tu es dedans, tu arrives peut-être à trouver les armes tu combats, pour te battre. Et puis tu t'adaptes un peu. L'humain s'adapte continuellement. Et puis t'es dans un rythme, une routine de rendez-vous, de suivi médical, mais quand c'est fini, on te lâche un peu et tu es censé reprendre ta vie d'avant, redevenir la personne d'avant, sauf que c'est pas possible. Justement, Hélène, est-ce qu'au sein de l'association, il y a quelque chose de prévu? Ça me fait vraiment réagir ce que vous dites parce que nous, c'est une question qu'on se pose continuellement et on a plein de patients qui nous délivrent exactement le même message. On est en contact avec quelques bénéficiaires qu'on a accompagnés lorsqu'ils étaient malades et en fait, nous, c'est pareil. On a du mal à toucher ces personnes-là. On a du mal à savoir leurs besoins parce que nous, on rencontre nos bénéficiaires notamment par l'intermédiaire de l'hôpital. Et en fait, après, ils y vont plus. Et puis, tant mieux. Donc, du coup, nous, en tant qu'association, je pense qu'il y a là, je parle peut-être, en tout cas, nous, dans notre association, mais je pense parler au nom des autres associations, c'est un peu pareil. On est aussi présents pendant ces moments-là. Et on a beaucoup de mal à savoir quoi faire et comment toucher et comment accompagner les personnes après cancer. C'est bien qu'on en parle. Vraiment, ça fait écho parce que nous-mêmes, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose à faire, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas quoi. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'associations. Donc, il y a beaucoup d'associations qui sont présentes à l'hôpital pendant ces moments-là, mais après, il n'y a plus personne. Ouais. Si ce n'est les associations qui sont là pour aider à la réintégration professionnelle. Il y a quand même pas mal d'assos qui sont présentes parce que reprendre à travailler, c'est aussi un chemin. Oui, c'est difficile. C'est difficile. Il faut se remettre au travail. On est fatigué. Physiquement, on est la même. Et puis, il s'est passé plein de choses dans notre environnement de travail. Et puis, on s'est peut-être posé des questions de savoir ce qu'on avait envie de faire, qui on était. Mais je suppose que ça vient poser plein de questions de sens, en fait, tout simplement. Avant même. Et ça, il y a des associations qui sont présentes. Mais pour le reste, il y en a peu. Et nous, les premiers, on n'y est pas. Donc, ça fait vraiment écho. Déjà, de pouvoir réunir des personnes qui sont en rémission. Ouais. Voilà, oui, ça pourrait moi, j'ai vraiment la sensation d'être une petite vieille de 80 ans, fermée dans un corps de jeune, si je peux le dire encore. Mais voilà, je le sens que physiquement, je suis très, très, très fatiguée. L'hormonothérapie, puis les baisses de morale. En plus, tu ne le transpires pas. C'est-à-dire que quand on te regarde, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Quand on te voit, on voit quelqu'un de souriant, qui a des cheveux. Donc voilà, c'est ce qu'on évoquait. C'est que là, les gens doivent se dire, ça y est, elle va mieux. Ouais. Alors que toi, c'est complètement un tsunami dans ton corps. Complètement. Ouais. Puis c'est surtout les baisses de morale. C'est très difficile. Parce qu'en fait, moi, pendant 2 ans, là, j'ai bataillé. J'avais le cancer. Et là, tout me revient en pleine figure, en fait. Ma raison de vivre, entre guillemets, du cancer. Voilà, là, maintenant, il faut que je revienne et je pense que le deuil de mon papa, je l'ai pas complètement fait non plus. Oui, parce que toi, c'est très lourd. J'ai été soignée dans l'hôpital où mon père est décédé. Ça, c'est pareil, ça a été terrible. Impossible. Les premiers jours, j'allais à l'hôpital, je faisais que pleurer. La radiothérapie, c'était dans l'ancien bâtiment où était décédée ma maman il y a 30 ans. Donc, c'est lourd. J'ai beaucoup de traumas, en fait. Beaucoup de traumatisme. Ouais, ça fait… Comment on le vit dans le couple, le cancer? Je sais pas si vous étiez en couple à ce moment-là. Après, oui. Fanny, dis-nous tout. Comment c'est vécu le couple? Est-ce que c'est dur? Est-ce que… Oui, c'est dur. C'est une grosse épreuve, je pense. Pour le coup, le cancer au sein du couple, je l'ai vécu des 2 côtés parce que j'ai été touchée par le cancer avec mon ex-fiancé et j'ai eu aussi un ex-compagnon qui était atteint lui-même d'un cancer. Donc j'ai été son aidante pendant 4 ans. Donc je connais un peu les 2 rôles et les 2 rôles sont extrêmement difficiles à leur propre échelle.
quand tu es aidante de ton chéri ou de ta chérie qui est atteint du cancer, c'est vrai que je pense que tu as beaucoup tendance à t'oublier et à vouloir te dédier corps et âme à ta moitié qui est malade, mais sans 100% la comprendre. Et donc, ça peut créer des conflits, des incompréhensions où on se rend compte que les besoins ne sont plus les mêmes. Et c'est vrai que quand tu es aidante, tu as l'impression que tout ton couple tourne autour de la maladie de ton conjoint ou de ta conjointe. En tout cas, c'est comme je l'ai vécu quand j'étais aidante. Et c'est malheureusement ce qui nous a séparés parce que problème de compréhension et de besoins différents. Et quand moi, j'ai été touchée par la maladie, c'est une des premières choses que j'ai dit à mon conjoint de l'époque quand on a appris mon cancer, c'est « je ne veux pas que tu t'oublies, je ne veux pas que tu fasses la même erreur que moi. Il faut que tu penses à toi dans cette aventure et que tu ne te dédies pas 100% à moi ». Il l'avait pas très bien pris parce que lui, au contraire, il voulait être 100% là pour moi. Mais oui, ça peut créer énormément d'incompréhension parce que le cancer peut nous toucher en pleine ascension du couple. Nous, quand on l'a appris, il venait de me demander en mariage, on avait un projet bébé. Donc c'est vrai que d'apprendre ça met tout sur pause. Et le sentiment d'injustice et de colère que moi, je n'ai pas eu, lui, il l'a eu. Ah. Lui, il a eu beaucoup de mal à accepter que ça nous tombait dessus. Et voilà, malheureusement, il y a de l'incompréhension parce que tout ce que je vais vivre en tant que patiente, même si tu es à mes côtés et que tu fais de ton mieux pour me comprendre, tu ne peux pas me comprendre à 100%. La seule personne qui peut me comprendre à 100%, c'est quelqu'un qui est en train de vivre la même chose que moi. Et donc, il y a des phases où ça se passait bien, où il était là pour moi le plus possible et où j'avais besoin de lui. Il y a d'autres phases où j'avais besoin, par exemple, d'aller à mes rendez-vous toute seule et d'être dans mon coin, ou alors de vivre des choses avec mes amis toute seule. Et parfois, on ne comprend pas trop. Il pouvait y avoir de la compréhension. Vanessa aussi, c'était comme ça ou pas du tout au niveau du schéma du couple? Non, j'ai eu beaucoup de chance parce que je sais qu'il y a beaucoup de couples qui s'en sortent pas. Moi, j'ai un mari extraordinaire qui m'a vraiment beaucoup soutenue et je sais que pour les accompagnants, c'est très, très dur. Je me rends compte parce que c'était pas facile à vivre. C'est lui qui me portait, qui me lavait, qui me donnait à manger parce que j'ai été vraiment très, très mal sous chimio. Il a toujours été là et quand j'avais l'impression d'être une rescapée d'Auschwitz, que je me regardais, dans ses yeux, je me trouvais encore belle. Oh, ça c'est Et grâce à lui, je me suis sentie femme alors que je ressemblais plus à rien. Donc non, j'ai vraiment beaucoup de chance. Une belle déclaration, ça. Et il est toujours présent et je suis émue parce qu'en ce moment, c'est encore difficile, c'est toujours difficile et il est toujours là, malgré tout, parce que je suis pas toujours vivable. Voilà, j'ai des sautes d'humeur, je pleure beaucoup. Là, ça s'appelle l'amour? Oui, ouais. J'ai de la chance. On l'embrasse. Il nous regarde. 19 ans de mariage. Waouh. Bon, on arrive sur la fin de l'émission. Alors, ce que j'aime sur la fin de l'émission, c'est de faire une petite phrase de fin. Alors, je vais commencer par toi, Hélène. Le cadeau empoisonné. C'est ça. Si tu avais une phrase à dire aux personnes qui regardent l'émission aujourd'hui, qui sont atteintes d'un cancer du sein, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? J'aurais envie de leur dire que c'est leur histoire à eux et qu'ils peuvent la vivre comme ils veulent et comme ils peuvent et qu'il y aura sûrement des moments où ils seront avec la force des femmes qu'on a vues sur le plateau et puis il y en a des moments où ils seront sûrement moins bien et malgré tout il y aura toujours du monde autour d'eux et un message d'espoir globalement. Merci. Et s'écouter. Enfin, il y a des moments où on est bien, des moments où on est moins bien et c'est ok et c'est toute la complexité de l'être humain. Très bien, merci. Alors pareil, même exercice, quelle phrase tu aimerais dire à cette femme Je rejoins ce que dit Hélène, il ne faut pas juger. Je pense que le cancer, c'est encore tabou, on n'en parle pas assez. Le fait d'en parler avec des personnes qui l'ont vécu, ça aide. Il faut accepter de tomber pour se relever aussi. Il ne faut pas avoir peur de pleurer ou de pas être bien. On ne peut pas toujours être en mode guerrière. Et puis, continuer de se battre parce qu'au bout du long tunnel, il y a une lumière. Et comme disait ma merveilleuse petite maman, la vie est belle, donc ça vaut le coup. Il faut se battre. Magnifique. Fanny, même exercice. C'est difficile de dire quelque chose qui n'a pas déjà été dit. C'est pas grave, même si c'est une répétition. Moi, je dirais que c'est important de vivre ses émotions au maximum, quelles qu'elles soient. On parle souvent d'émotions positives et d'émotions négatives. Je suis pas vraiment d'accord avec cette césure. Pour moi, il n'y a pas d'émotions négatives. Même la tristesse, la colère, l'injustice sont des émotions qui nécessitent d'être vécues pour certainement à la fin repartir sur des élans un petit peu plus heureux et joyeux.
Et donc, on parle de résilience, on parle de force quand on est atteint d'un cancer. Être forte ou fort, ça ne veut pas dire avoir le sourire tout le temps. Ça veut aussi dire accepter de vivre chaque émotion comme elle vient. Donc, si votre cancer est là, finalement, on n'a pas le choix. Il est là. Vous avez peut-être le choix de le vivre différemment, mais en tout cas, je pense que c'est important de ne pas nier ses émotions et d'essayer d'avancer jour après jour le mieux possible. Merci Fanny. Alors pour vraiment mettre un point final à l'émission, je fais toujours un petit jeu, histoire de détendre sur la fin. Là, je vois une inquiétude dans les yeux d'Hélène. Pas du tout. C'est fou. C'est de la curiosité. J'ai hâte que tu nous montres ça. Alors, est-ce que vous connaissez toutes les trois le jeu du tu préfères? C'est-à-dire qu'on va lancer le dé, parce que je l'ai fait sous forme de dé, et il y aura tu préfères ceci ou cela. C'est juste pour apprendre à vous connaître. Rien à voir avec le sujet du jour, c'est juste pour vous. Hélène, tu vas commencer. Allez. Alors, non, mais tu peux, vas-y, relance-le. Ah, je le relance. Et vas-y. Est-ce que tu préfères avoir tout le temps faim ou avoir tout le temps soif? Oh là là, oui. Rien à voir. Hein. Oui, et puis c'est pas chouette, ni l'un ni l'autre. Je préfère avoir tout le temps soif, je crois. Je suis une grosse gourmande, alors avoir faim, ouais. Je préfère avoir tout le temps soif. Bon, voilà. Comme ça, on te connaît un peu plus, Hélène. Passe au voisin. Allez, Tu le lances en l'air. Vas-y. Avoir un travail que tu aimes avec un faible salaire, avoir un travail que tu détestes avec un revenu élevé. Le premier. D'avoir un travail que tu aimes avec un faible salaire. Ouais. Je préfère m'éclater parce que ça fait quand même partie de la vie, le travail. Et ouais, c'est sûr que ça, c'est une bonne raison. Alors moi, je suis très maladroite. Il n'y a pas pris double risque. Allez, vas-y. Hop là. Ah bah j'ai le même que alors Vanessa. Un autre. Ok. Alors, tu préfères pouvoir parler à ton futur ou pouvoir parler à ton passé? Oh, pas facile celle-là. Comment ça, pouvoir parler? Ah bah à ton toi. Ah, mon moi du futur ou du passé. Ok, je pense que j'aurais envie... Ah, c'est une question difficile. Ouais, très philosophique. Là. Je pense que j'aurais envie de pouvoir parler à mon moi du passé parce que dans des moments où je me suis sentie peut-être démunie ou avec un manque de confiance ou peut-être moins bienveillante à mon égard, c'était avant l'étape cancer, je pense que j'aurais aimé pouvoir me rassurer et me dire que je pouvais être indulgente avec moi-même et que les années futures allaient me prouver que j'avais de la ressource. Voilà. Merci. Merci à toutes les trois. Hélène Métaireau, on te retrouve où? Un peu sur les réseaux sociaux ou pas toi, en ton nom propre et au nom de l'association? Alors, l'association, vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux, hein, donc sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube un petit peu. Sinon, sur notre site internet, vous pouvez devenir bénévole, nous soutenir financièrement. Enfin, on a toujours besoin de monde. Enfin, les associations, c'est basé sur la générosité et l'entraide. Et là, actuellement, pour notre actualité sur le terrain, on est dans le cadre de l'échappée rose et donc on fait 25 dates tout autour de la France dans les différents hôpitaux qu'on accompagne avec notre institut de beauté itinérant. Super. Et puis après, bientôt, ce sera l'organisation des fêtes de fin d'année, de Noël à l'hôpital. Tout à fait. Voilà. Vanessa, on te retrouve où? Sur Instagram et autres. Instagram, je te laisse donner ton compte. Donc c'est Vanessa CZ. Voilà, donc on voit tes chèques, donc j'ai le CZ derrière. Voilà. Ah, c'est pour ça. Oui, je suis. D'ailleurs, après le décès de mon papa, j'ai demandé la double nationalité. Donc je suis française et tchèque. Hyper symbolique, quand même. Beaucoup de symboles dans cette émission. Fanny, on te retrouve comment? On peut me retrouver sur 2 comptes Instagram. Le compte Instagram de mon association, Maquille mon crâne, crâne avec un K, parce qu'il a été créé pendant mon parcours avec le cancer, et le K est l'abréviation médicale du cancer. Et sinon, sur mon compte perso, sur lequel j'ai raconté toute mon aventure avec le cancer, mais je donne aussi des petites astuces soins et maquillage. Donc, c'est Life by Fanny_M. Bon, de toute manière, je mettrai tout en barre de description. Je vous remercie vraiment beaucoup pour vos témoignages. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ABC Talk.